Nous parlons de coups d'État, mais au Mali, au Burkina Faso, même les coups d'État semblent moins contestés parfois que la présence militaire de certains pays européens. Certains y voient même un retour à la souveraineté. Alors ça, il faut quand même peser l'impact de cette intervention européenne ou des pays européens. Alors moi j'entends que les peuples du Sahel veulent se libérer de la subordination à l'Europe, qu'elle soit militaire, économique, monétaire. Et je pense que si l'Europe veut un partenariat avec l'Afrique, nous devons entendre ce cri des peuples aussi au sein de cette Assemblée. Alors, la démocratie est essentielle, mais elle vient avec la souveraineté et le droit à l'autodétermination, évidemment. Et alors, mettons fin au franc néocolonial CFA, mettons fin à la dette qui asphyxie et mettons fin au pillage des ressources naturelles, mais aussi au pillage des poissons des mers par des navires européens. Et seulement alors nous posons les bases d'un véritable partenariat d'égal à égal qui nous fera avancer tous ensemble. Parlons de la guerre en Ukraine, une guerre criminelle contre un pays souverain, une violation de la Charte des Nations Unies sans aucun doute. Une question que je me pose, c'est dans sa réaction à cette guerre, est-ce que l'Union européenne a suffisamment tenu compte des intérêts des pays africains? L'Europe a-t-elle pensé, pendant qu'elle a imposé les sanctions, une seule seconde à l'impact que ça aurait sur les pays africains dépendants de la région pour, par exemple, les céréales ou le blé? Je ne le pense pas. Nous le savons, les risques de prix, de pénurie, de hausse de prix est énorme. Alors nous avons besoin aujourd'hui, les Ukrainiens y ont intérêt, les Africains y ont intérêt, le monde entier, à ce que ce conflit s'arrête. Et pourtant, l'Union européenne n'a toujours pas pris une seule grande initiative diplomatique. Nous le savons, cette initiative ne viendra pas de Washington, mais nous avons intérêt à la prendre, parce que la seule alternative à la diplomatie, c'est la guerre totale, et ça, personne n'y a intérêt. Alors essayons de prendre cette initiative diplomatique et arrêtons cette guerre par les négociations, par les pourparlers. Parlons maintenant politique de santé. C'est ici, je pense, que la rhétorique, la différence entre la rhétorique et la réalité s'exprime de manière la plus claire. Officiellement, nous étions tous solidaires face à la pandémie, mais dans la réalité, quand l'Union africaine nous a demandé de partager la technologie du vaccin et des thérapies en levant les brevets, l'Union européenne, la Commission européenne a fait obstruction, a refusé de partager la technologie. Pourquoi? D'une part, pour protéger le monopole technologique des entreprises pharmaceutiques européennes, et d'autre part, parce que cette nouvelle technologie ARN messager pourrait aussi servir à l'avenir pour produire d'autres vaccins. Donc plutôt de partager la technologie et de se battre ensemble contre tous les défis futurs aussi en matière de santé publique, la Commission européenne a donné priorité aux profits et aux monopoles technologiques. Et ça, franchement, ce n'est pas un partenariat, ça vraiment, c'est une vision néocoloniale ancienne avec laquelle nous devons rompre aujourd'hui. Considérons la question de l'enseignement, de l'éducation. En théorie, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est important, évidemment. Tout le monde le clamera haut et fort. Mais quand même, nous voyons qu'aujourd'hui, sous la pression du Fonds monétaire international, et nous connaissons les liens aussi entre l'Union européenne et le Fonds monétaire international, symboliquement, d'une part, l'ancienne présidente du FMI est maintenant présidente de la Banque centrale européenne. D'autre part, la présidente maintenant du FMI, c'est une ancienne commissaire européenne. Donc voilà, ça ressemble parfois un peu à des arrangements entre amis. Mais soit, ce Fonds monétaire international